Bonjour à tous les participants qui nous rejoignent. Ravi de vous compter parmi nous aujourd'hui. On va commencer. Vous êtes plusieurs dizaines de participants déjà à nous avoir rejoints, plein d'entreprises différentes. Donc merci à tous de nous avoir rejoints pour cette courte session. Voilà. Je suis extrêmement heureux de recevoir Fanny et Marine, du coup, pour ce webinaire. On va vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a choisi du coup d'organiser ce webinaire. On s'est rendu compte en fait que sur tous les projets courants en ce moment de réaménagement, de déménagement, de passage en flex, toutes ces questions qui guident les entreprises depuis la crise du Covid et depuis la généralisation du télétravail, elles nécessitent de plus en plus une collaboration forte entre différentes parties prenantes de l'entreprise et notamment des départements clés qui sont les ressources humaines et l'environnement de travail. Donc c'est pour ça qu'on a pu réunir, et je les en remercie, Fanny et Marine. Du coup, merci à vous d'être là. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Peut-être que Fanny, tu peux commencer. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci Vianney pour l'invitation et l'envie de partager sur le sujet. Donc Fanny Lamarche, je suis directrice de l'environnement de travail HSE pour le groupe Keolis. Et je suis arrivée chez Keolis il y a un petit peu moins d'un an, donc septembre 2022. Superbe. Et Marine, du coup, on te laisse aussi la parole. Oui. Donc, bonjour à tous, Marine Chabot, je suis associée au sein du cabinet Conviction RH et je porte deux offres. La première qui est l'expérience collaborateur et la deuxième qui est l'environnement et le mode de travail, les modes de travail. Donc amené à travailler de manière très étroite avec les deux fonctions dont on va parler Exactement. aujourd'hui. Mes commanditaires sont parfois des DRH, parfois des DET. Trop bien. Super. Et du coup, pour finir, moi je suis Vianney Goater, je suis l'un des 3 cofondateurs et donc le CEO de Desker. Desker, c'est une plateforme collaborative d'organisation du télétravail et du flex office. Pour vous dire en quelques mots le contexte dans lequel on intervient nous aussi. On a créé une plateforme en fait tout en un pour faciliter l'organisation du flex office et permettre à chaque collaborateur de passer sa meilleure journée, que ce soit au bureau ou en télétravail. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines d'entreprises, grandes comme moyennes, et on est confronté du coup au quotidien à ces logique de collaboration entre RH et environnement de travail. Voilà pour le contexte. Donc, en préparant cette séance, on s'est rendu compte en fait qu'un projet d'immobilier aujourd'hui, qui soit un déménagement, un réaménagement, un passage au flex, les grosses catégories de projets qu'on observe aujourd'hui, ces projets ils se divisent en phases qui nécessitent la collaboration de plusieurs parties prenantes. Il y a 4 phases principales qui ont été identifiées. La première phase, c'est la phase de cadrage, savoir justement en quoi va consister le projet concrètement, définir le rôle des différentes parties prenantes, réfléchir finalement, c'est le maître mot dans cette phase-là. La deuxième phase, ça va être le sponsoring du projet, fédérer les différentes parties prenantes pour que le projet ait un maximum d'impact et surtout qu'il puisse avancer dans les délais que l'on souhaite. Ensuite, on passe à la mise en place du projet, le fait d'agir. Donc on a réfléchi, on a fédéré les différentes parties prenantes, maintenant on va agir. Et puis ensuite, il s'agit de calculer le ROI, le retour sur investissement de ce projet. Dans ce cas-là, on va passer sur de la mesure de réussite de ce projet. Je vais vous laisser du coup la parole pour nous décrire justement les bonnes pratiques que vous avez vues sur ces 4 phases qui vont faire d'un projet de déménagement, de réaménagement, un projet réussi. Et on va donc commencer par la phase de cadrage du projet. Je vais laisser la parole peut-être à Marine, qui va nous en parler un petit peu plus en détail de son expérience.
Merci Vianney. Alors peut-être quelques mots quand même avant sur et je vais solliciter Fanny du coup, mais sur ce qu'est la DET. Peut-être toi tu l'as vécu de l'intérieur, donc ce qu'est la DET, les différences qu'il peut y avoir, enfin la différence qu'il peut y avoir ou l'évolution qu'il y a pu avoir avec ce qu'on appelle les services généraux et les moyens généraux. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Fanny, avant. Pas de souci. Alors la DET, Direction de l'environnement de travail, ce beau et poète mot qu'on a attribué à notre métier. Avant, on l'appelait les services généraux, en effet. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence? Alors en soi, il n'y en a pas vraiment de différence. C'est juste que on s'est aussi mis nous au bout du jour. On a évolué avec les méthodes de travail qui ont évolué, avec les demandes et les offres de services qui se font de plus en plus variées, de plus en plus nombreuses. Les services généraux, c'est une base d'un métier qui permet de rendre pérenne à la fois la structure du bâtiment, mais aussi tout ce qui compose, que ce soit sur de la composition technique ou de la composition servicielle. L'évolution fait que à l'époque, on avait à peu près 27 métiers dans les services généraux, en passant par la gestion de la flotte automobile, le nettoyage, la sécurité, la maintenance, l'accueil, etc. L'environnement de travail s'est installé parce que les méthodes ont changé et les besoins ont changé, ils ont évolué, ils se sont dynamisés et on a besoin d'avoir cette image positive, la marque employeur, le besoin d'optimisation, etc. Donc, l'environnement de travail s'est modernisé. Et aujourd'hui, on est à un peu plus d'une trentaine de métiers qui composent tout ce schéma. Et on est plutôt sur du serviciel poussé avec l'apparition de la salle de sport, de la conciergerie, mais aussi des ateliers et des animations qu'on peut retrouver en entreprise et on en reparlera, ce qui permet peut-être de faire revenir les gens. Voilà, c'est un ensemble de sous-métiers dans un métier qui permettent la vie sur un site, mais la vie de manière optimale, confortable, bienveillante et sécuritaire. Alors pour répondre à la question, du coup sur effectivement donc le cadrage des grands projets de transformation des espaces de travail. Alors effectivement, nous les enjeux qu'on voit surtout principalement derrière, c'est en fait l'alignement des visions qu'il va y avoir sur des visions des différents intervenants, des différentes fonctions qui vont être amenées à intervenir sur ce type de projet. Et en réalité, si on se pose la question de qui, la réponse c'est quasiment toutes les fonctions. Aujourd'hui, quand on mène un projet de déménagement ou même de réaménagement, on va venir réinterroger finalement quasiment l'organisation, les process de beaucoup de directions, voire de l'ensemble des directions. Donc ça veut dire qu'elles seront partie prenante à un moment donné, quoi qu'il en soit. Ensuite, il y en a bien sûr un certain nombre qui sont beaucoup plus qui ont un rôle beaucoup plus prépondérant dans ce type de projet. Donc, je pense évidemment à la direction générale, mais je pense évidemment aussi à la DRH et à la DET, que sont nos deux fonctions du jour et dont on va principalement parler. Mais c'est aussi typiquement la DSI, la direction de l'innovation s'il y en a une, la direction des achats, la direction financière bien sûr, du juridique aussi, parce qu'il y a certaines étapes du projet, on va avoir besoin d'eux, etc., etc. Donc finalement, c'est l'ensemble des fonctions qui va être amené à collaborer au projet, qui va être impactée elle-même par le projet en tant qu'utilisateur, mais qui va être aussi amenée à collaborer dans le projet. Et donc tout l'enjeu de ce cadrage, et pour moi, il est vraiment primordial dès le départ d'inclure l'ensemble de ces parties prenantes. Ça ne veut pas dire qu'elles auront toutes le même niveau d'investissement tout au long du projet, mais en tout cas, au départ, c'est important de toutes les inclure pour s'assurer de comprendre quelle est la vision individuelle, en fait, alors individuelle par fonction, individuelle du projet et quels en sont les enjeux. Et de vérifier ensuite collectivement qu'il y a de l'homogénéité ou d'identifier les hétérogénéités pour
soit se dire il y a des enjeux qui vont être prépondérants en fait dans le déploiement du projet, et donc par exemple l'enjeu financier il sera prépondérant à l'enjeu de bien-être, j'en sais rien, je donne un exemple, s'il y a des arbitrages à un moment donné à faire, et ou de se dire on a des enjeux qui sont hétérogènes mais ils peuvent cohabiter, on est ok avec ça. Par contre, il faut qu'on l'entende dès maintenant parce que forcément les discussions qu'on aura tout au long du projet seront alignés avec ce cadrage. Et c'est ce que j'appelle, moi, en fin de phase de cadrage, le négociable et le non négociable. C'est-à-dire, nous, équipe projet, ou nous, décideurs de ce projet de transformation, on se dit, OK, ça, c'est notre cadre dont on ne sortira pas pour l'ensemble du projet. Et puis, ça, c'est les éléments sur lesquels on pourra positionner le curseur en fonction des thématiques que l'on devra aborder, ou en tout cas des décisions que l'on devra prendre. Donc en fait, c'est vraiment l'important pour moi, c'est vraiment la prise de conscience de ce qui est homogène, ce qui est hétérogène, et de collectivement se dire on est ok, non ok avec potentiellement cette hétérogénéité, et surtout on a bien identifié le socle des enjeux qui vont être homogènes. Et ensuite, le deuxième enjeu pour moi de cette phase-là, c'est de créer du corps, en fait, un corps de cette équipe projet, de créer de la cohésion, de créer du lien. On le sait, c'est des projets, je le disais, qui sont transversaux. Il n'y en a pas tant que ça, en fait, des projets qui sont aussi transversaux, des projets d'entreprise. Alors, à part une réorg, mais qui va venir impacter un peu en silo, même s'il y a du transversal, un peu en silo, potentiellement l'ensemble des directions. Là, c'est main dans la main que toutes les directions vont devoir travailler. Donc, il y a un vrai enjeu à ce qu'il y ait une dynamique en fait d'équipe qui soit créée. Nous, chez Conviction, on aime bien faire ce qu'on appelle des capsules, c'est-à-dire on met en chambre la future équipe projet sur un temps donné, une demi-journée, une journée, pour faire cet alignement. Et puis, on fait appel à des coachs assez régulièrement. Et puis, on réitère en fait ce format tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend l'ampleur et la durée du projet, mais pour s'assurer régulièrement qu'on a de nouveau bien convergence, et notamment avant les grandes phases de décision. Ça, c'est un fonctionnement que tu as retrouvé. Alors, peut-être pour la précision, Fanny, du coup, toi, tu as rejoint le groupe Keolis au moment de son projet de déménagement, quasiment parachuté à ce moment-là, avec une tâche quand même, un contexte assez spécifique. Est-ce que cette notion de cadrage et de capsule d'alignement, tu l'as retrouvée dans ce groupe projet de déménagement chez Keolis? Est-ce qu'il était suffisant, cet alignement, ou comment vous avez géré ça? Alors, je l'ai complètement retrouvé. Je suis assez en phase avec Marine. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut qu'un projet soit réussi, le cadrage, il est primordial. Et c'est vrai que l'intégralité des directions qui peuvent travailler sur le projet doivent être prises en compte. On doit travailler main dans la main et en équipe, parce que c'est comme ça qu'on réussit et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir les résultats souhaités de manière efficace. Et chez Keolis, quand je suis arrivée, alors le projet était effectivement lancé, donc on y va, hein, on ne s'arrête pas, en tout cas on ne ralentit pas l'élan qui a été pris. Donc je me suis rendu compte que on m'a présenté un VP de projet. Dans l'équipe projet, il y avait quelqu'un de la DSI, quelqu'un de la RH, quelqu'un de la finance, quelqu'un des achats, mais aussi du juridique, de la communication. C'était, j'en oublie certains peut-être, désolée à eux, mais non, on était très nombreux autour de la table, et c'était très satisfaisant parce que finalement, on se faisait des réunions une fois par semaine, et on avait donc une énorme to-do list, et il fallait qu'on arbitre sur l'intégralité des sujets, qu'ils soient de la DET ou de l'IT, peu importe, on était tous là autour de la table à donner en tout cas notre avis, notre conseil, notre expérience ou notre expertise, et c'est comme ça qu'on a avancé. Et honnêtement, sans forcément lancer des fleurs sur le projet Keolis, j'ai trouvé que par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir,
l'aboutissement du projet et l'atterrissage du déménagement a été plus que satisfaisant et plus qu'une réussite parce que aujourd'hui, je ne touche à rien de ce qui a été créé. Pourtant, j'en ai vu plusieurs fois des choses qui ont été remodifiées après coup, où tu t'es dit, bon, bah, ça nous a coûté un certain coût et au final, on est obligé de remodifier, on est obligé de recloisonner, décloisonner. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, finalement, dans un projet, sont oubliées parce qu'il y en a énormément des choses à gérer. Comme l'a dit Marine, c'est le seul et unique projet de l'entreprise où tu vas pouvoir avoir tout un certain nombre de sujets, de critères, d'objectifs et de résultats attendus qui sont énormes. Donc, non, pour le coup, chez Keolis, ça a plutôt bien été appréhendé. Et en tout cas, le cadrage a été bien fait dans le sens où on a tous parlé de la même chose, de la même façon et pour le même résultat. Donc, on était très, très alignés. Après, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai d'autres expériences où on a vécu des déménagements où on n'était pas tous alignés. C'est plus compliqué. Tu arrives au résultat attendu, mais de manière moins bienveillante. En quelques mots, là, c'était quoi le maître mot du projet de déménagement de Thierry? Maître mot, c'était le dynamisme, la nouveauté et le collaboratif. On est parti d'un siège social très basique, le bâtiment haussmannien, Paris 9e, 10 000 mètres carrés, un bureau pour chacun ou presque, avec du cloisonnement et des longs couloirs qui n'en finissent plus, avec des longues portes fermées. On arrive donc au Sunside, bâtiment à côté de l'Arche de la Défense, à Courbevoie. Des espaces ouverts, des zones par quartier de direction avec du flex office, des petits open space séparés par des bulles, des petites salles de réunion, mais aussi énormément de décoration, que ce soit sur le sol avec les moquettes de couleurs, du papier peint texturé, de l'identité du groupe parce qu'on a fait imprimer beaucoup de photos correspondant aux activités du groupe. La possibilité pour chacun finalement de décorer son espace en fonction de sa direction. La com s'est éclatée. On a des casiers, des vestiaires qui sont pour les collaborateurs où chacun a mis un Playmobil correspondant à lui. Donc voilà, je trouve ça très drôle. C'est assez libre et du coup, ça rend le site assez vivant. Donc voilà, et on a créé une grande zone un peu type business center où les collaborateurs peuvent se retrouver pour un café, mais aussi pour travailler, pour se restaurer, pour déposer leurs affaires dans des casiers quand ils ont des longs voyages, parce qu'on a des grands voyageurs. Enfin, voilà, on a essayé de créer un univers dynamique et assez sympa pour y vivre. Qui a l'air du coup de bien fonctionner vu que tu ne touches plus à cet aménagement. Félicitations. C'est ça. On a une question pour dans le l'instant, on verra. Pour l'instant, ouais. On touche du bois. On a une question dans le chat de David qui en plus anticipe un peu du coup la partie sur laquelle on arrive, le sponsoring. Un exemple de service ou de département qu'on oublie ou qu'on sous-estime régulièrement et qui s'avère de votre expérience clé dans ce type de projet. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui parfois peut passer à la trappe, mais qui est clé à impliquer? Alors, vas-y Fanny. Vas-y Marine. Ouais, non, mais le seul exemple que je peux... Ah pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Le seul exemple que je peux donner chez Keolis qu'on a un petit peu laissé de côté et sur lequel on s'est fait un peu taper sur les doigts, c'est les bureaux des CHSCT. Bon, voilà. C'est des sujets parfois que c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on nomme, voilà, on ne met pas sur la liste tout en haut. Mais non, voilà, on a oublié ça, enfin on a oublié. En tout cas, on ne l'a pas traité comme eux voulaient qu'on le traite. Et après, il y a ce sujet qui est lié à la RH de confidentialité par rapport à certains secteurs d'activité de la RH qu'il faut absolument ne pas oublier parce que ça peut être important. Peut-être pour ceux qui
connaissent pas éventuellement dans l'audience, CHSCT, est-ce que tu peux d'abord définir le terme et préciser les attentes, peut-être une attente particulière que vous avez oubliée? Enfin, pardon, Alors, que ouais, vous non, avez... pas de souci. L'attente qu'on a, enfin, c'est ce à quoi on n'a pas bien répondu pour le CHSCT, c'est le comité d'hygiène, sécurité et des conditions de travail. Voilà. C'est eux qui vont, avec certains syndicats, en fait, veiller à ce que l'entreprise réponde correctement aux critères de santé, d'hygiène, de sécurité pour les collaborateurs de l'entreprise. Donc, il y a des comités qui sont organisés assez régulièrement où on revoit, on a une revue en fait des questions, des attentes et des interrogations de ce comité-là sur lesquelles nous on doit répondre de manière réglementaire, mais aussi non réglementaire, pas tout le temps réglementaire. Donc ça peut être par exemple chez nous, ça va être pour l'accès PMR ou personnes malvoyantes ou etc. On va avoir des escaliers. Donc, on nous a demandé de mettre je cherche depuis tout à l'heure le nom, je ne trouve pas, la bande avec les petits points qui permettent de signaler que l'escalier est proche. Ça va être des rampes à accès de personnes à mobilité réduite. Ça va être de l'affichage pour les extincteurs, l'affichage des évacuations des issues de secours, pardon. Enfin, voilà, c'est plein de sujets. Ce qu'on a oublié, enfin, c'est pas ce qu'on a oublié, c'est que dans les plans, on les a positionnés à un certain endroit, et finalement, dans les discussions dans le projet, ces endroits-là ont été modifiés et on les a pas prévenus. Et donc, ça a coincé parce que quand ils ont découvert où est-ce qu'ils étaient installés, ça leur a pas plu puisqu'ils étaient en second jour et pas en premier jour. Donc, premier jour, bord de fenêtre, second jour, bord de circulation. Voilà, ça les a pas plu. Bon, c'est du détail finalement quand on en parle comme ça, mais malgré tout, c'est des choses à prendre en compte parce que il veille à beaucoup de choses et souvent l'interaction avec le CHSCT peut être un peu corsée. Ok, bon, c'est hyper concret. Marine, Ouais. Non, mais après, en termes d'acteurs qu'on pourrait oublier, enfin, alors déjà, je trouve qu'on en oublie moins. Contrairement, enfin moi, ça fait plus de 10 ans que je mène ces projets. Au départ, pour réussir à inclure certaines directions, il fallait faire du forcing, vraiment. D'ailleurs, y compris la DRH à l'époque. C'était très IMO en fait comme projet, donc ça a vraiment évolué. Pour moi, c'est plus tellement le sujet d'oubli. Par contre, encore une fois, c'est le sujet de ne pas mettre suffisamment tôt dans la démarche ces acteurs-là. Et je pense par exemple à la DSI. On sait très bien que la DSI, ils ont en général des plans de charge sur l'année, voire sur 2 ans, avec leur schéma directeur SI qui sont déjà établis et leurs projets de déploiement d'outils, etc. Donc, ils sont en général quand même assez au cordeau. Et et on peut avoir tendance à oublier en fait l'impact d'un déménagement sur la DSI. Alors, quand il y a une salle serveur, en général, ça vient vite, il y a vite un réflexe de se dire, a priori, la DSI devrait être impliquée. Mais parfois, sur d'autres sujets de même sécurité des espaces, sécurité des données, où en fait la DSI a aussi bien sûr un rôle à jouer, on peut parfois les oublier et surtout ne pas avoir en tête qu'en fait c'est pour eux aussi des projets chronophages. Et qu'ils vont avoir besoin en fait de planifier dans le temps des chantiers qui peuvent être relativement importants. D'où l'intérêt de les mettre très en amont dans la démarche. Donc je pense à eux par exemple, mais il n'y a pas que. Enfin je repense à la direction des achats par exemple, direction des achats sur tous les volets achats mobilier, etc. C'est pareil, ça peut être extrêmement chronophage. Alors sur un temps donné du projet, mais en tout cas il faut que ce soit dans les plans de charge. D'où l'importance encore une fois qu'il soit très en amont. En plus, ce qu'on a vu, c'est que ça peut provoquer des tensions ensuite de Clairement. personnes qui ont de bonne volonté, mais qui, en fait, comme elles ont été impliquées trop tard, se sentent un peu oubliées. Enfin, on rentre un peu dans la politique et de l'animation du management, mais ce n'est pas des personnes qui foncièrement sont bloquantes. En revanche,
voilà, c'est vrai que si on ne fait pas l'effort d'inclure tout le monde dès le début, ça Mm. peut provoquer des frustrations par la suite. Exactement. Et il y a l'exemple aussi des délais d'AO. Hein. Par exemple, Oui. avec le juridique ou les achats, on se retrouve parfois à avoir des discussions et disent bah oui, mais en fait, il y a tel délai. Nous, on l'a pas, si on ne l'a pas mis dans le planning dès le départ, on peut se retrouver avec des approvisionnements typiquement mobiliers qui peuvent être décalés. Enfin, voilà, c'est... Oui, clairement, les appels d'offres ont des délais incompressibles. Je réponds juste à Laurence, du coup, effectivement, la présentation sera accessible en replay, donc ne vous inquiétez pas, et elle vous sera envoyée à tous. On passe à la partie sponsoring qu'on a déjà pas mal, du coup, sur laquelle on a déjà un petit peu dépassé. Est-ce que, éventuellement, Fanny, tu veux ajouter des choses par rapport à ce qui a déjà été dit sur le sponsoring? Alors, le sponsoring, finalement, un projet, comme le disait Marine, un projet, il va finalement s'aligner sur les convictions et la stratégie que le leader va porter. Si le leader est un directeur financier ou un directeur des ressources humaines, finalement, l'orientation du projet va pas être le même. Si on a un directeur général qui annonce qu'il y a un projet de transformation ou de transition ou peu importe, c'est un projet qui va être global. C'est-à-dire qu'on va on va se retrouver tous autour d'une table. Tous les acteurs, en tout cas, qui sont liés à cette transformation vont se retrouver autour d'une table et on va œuvrer dans le sens de la direction générale. Maintenant, si je vais prendre l'exemple d'un DAF, prend le sujet d'un déménagement, finalement, on se rend compte que la stratégie du DAF ne va pas être la même que le DRH. Pourquoi? Parce qu'un DAF va être tourné principalement, malgré tout, sur la finance et sur le retour sur investissement de son investissement, ainsi que sur les achats qui vont être faits et le pourquoi du comment. Alors que finalement, un RH va avoir peut-être plus cette fibre sociale avec toute la partie bienveillante d'une transformation ou d'un projet de déménagement. On va parler beaucoup plus de mise en place de services, de confort au travail, avec des positions de bureau assez spécifiques, avec un accès plus facile ou différent. Voilà, l'étape du sponsoring, elle est hyper importante parce qu'elle va donner un peu la teinte du projet et elle va nous orienter ce vers quoi on va aller. Nous, chez Keolis, le projet a été porté par la présidente, donc le sujet a inclus tout le monde. Et en termes de leader, finalement, ça a été la RH et la DET. C'était un lead commun, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet est socialement bienveillant. J'ai vécu des expériences où finalement ça a été mené par des DAF. Le déménagement ou la transition est réussie, mais malgré tout, la marque employeur est moins bien défendue, je trouve, que si elle est portée par DRH ou DET, à mon sens. C'est en tout cas l'expérience que j'en ai eue. Après, le sponsoring, il faut malgré tout, si on n'est pas en phase avec le sponsor du projet, il faut malgré tout avoir un rôle de conseil. C'est le plus important. Notre rôle à nous, que ce soit RH ou DET, c'est d'apporter le conseil et l'expertise par rapport au sujet qu'on sait traiter, qui nous incombe. Une fois que ça c'est fait, c'est l'entreprise qui prend sa décision et c'est la stratégie de l'entreprise qui décide. Malgré tout, vous avez fait le job, vous avez conseillé, expertisé et donné les conditions, le pourquoi du comment ça ne peut pas marcher, le pourquoi du comment ça fonctionne comme ça, etc. Mais il faut démontrer le pourquoi du comment. C'est le plus important. Une fois que ça c'est fait, normalement, vous êtes en capacité d'avancer avec ce qu'on vous demande. Là-dessus, je me Voilà. permets juste effectivement de... Merci beaucoup pour ce partage et je rebondis sur ce que tu disais sur le projet est perçu comme socialement bienveillant. Dans des projets de flex office, très vite, moi j'ai déjà vu des instances représentatives du personnel qui en fait lient ça à l'intérêt financier de l'entreprise uniquement, là où c'est très important de montrer que ce projet va aussi surtout dans le sens des salariés et que c'est pas parce qu'on réduit des mètres carrés que on va perdre en qualité. Au contraire, le but d'un déménagement comme ça, c'est de gagner en qualité. Mais donc c'est ça, c'est ce qu'on a, nous, c'est ce qu'on a essayé de
de proposer chez Keolis, justement, parce que on est passé d'un bureau par personne à un bureau pour deux presque. Donc on s'est dit l'accompagnement au changement va être assez compliqué et finalement pas tant que ça, parce que dans ce cadrage de projet et dans le sponsor, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le collaborateur, il est à prendre en compte. Et le sponsor le plus important, hormis la stratégie de l'entreprise, ça va être le collaborateur. On a créé un groupe d'ambassadeurs. Donc, on a sélectionné des collaborateurs sous le coude du volontariat en se disant, voilà, on allait chercher une personne volontaire dans chaque direction, chaque service, et on les inclut au projet. Et donc, ils ont participé avec nous aux sessions de débriefing. Alors, peut-être pas toutes les semaines, mais on en faisait une par mois. Ils ont donc fait avec nous les sessions de débriefing. On a pris en compte leurs besoins, leurs demandes, leurs idées. Alors, parfois, il y avait des idées un peu farfelues. Donc, c'est à nous de statuer et d'expliquer que non, la piscine à balles dans la cafétéria, c'est pas possible. Mais d'une manière générale, les gens restent assez sages. Donc, on a créé ce groupe d'ambassadeurs et finalement, c'est eux et c'est grâce à eux que le changement a pu être accepté parce que c'est eux qui ont porté la parole auprès des autres collaborateurs. Ils ont pu expliquer, on leur a laissé la possibilité de faire visiter le site pendant les travaux à leurs équipes. Donc, il y a ce côté aussi d'appartenance, de fierté, de dire, voilà, regarde ce que j'ai réussi à faire accepter, voilà ce qu'on a réussi à valider. On regarde comment ça va être, là on va travailler ici, chacun a choisi son quartier et en fait pourquoi l'acceptation du flex office? Parce qu'on a simplement motivé la chose en se disant voilà, aujourd'hui à sortie du Covid, vous êtes 650 collaborateurs à être sur le siège à Paris, vous n'êtes même pas 200 à venir chaque jour et vous ne vous voyez pas. Il y a aucun endroit de partage, il n'y a pas de cafétéria, il y avait vraiment rien hormis des bureaux. Donc, il n'y avait aucun lien social. Et là, on leur a dit demain, certes, vous n'avez pas votre bureau, vous ne pouvez pas mettre votre photo de famille, mais on vous crée un espace où vous allez être en collaboration permanente avec vos collègues et autres directions. On va vous créer des quartiers d'équipe où vous allez pouvoir choisir vos places tous les matins. Et vous pourrez aussi vous installer dans les quartiers d'équipe d'à côté si vous avez envie de travailler avec les gens. Et on va vous mettre à disposition beaucoup d'espaces un peu informels et formels pour vous libérer et partager où vous avez envie. Donc, on a énormément de petites bulles, de cabines téléphoniques, de scramble, des duos, on va dire. On a énormément d'espaces un peu disruptifs qui varient et qui changent, qui leur permettent de se dire, tiens, là, on va faire un point à deux, on va se mettre au 7e étage sur la terrasse, c'est sympa, voilà. Et en passant par là, finalement, le sponsor qui nous a le plus aidé, c'est le collaborateur. Ok. Cette notion justement de collaborateur ambassadeur, Marine, tu la retrouves dans tes projets? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je trouve intéressant la question du sponsoring, d'ailleurs, parce que quand on parle de sponsoring, on pense parfois juste le sponsor du projet, mais en réalité, sponsoring veut effectivement bien dire l'inclusion de toutes les parties prenantes jusqu'aux collaborateurs. D'ailleurs, dans les collaborateurs qu'on oublie, je pense à la question de tout à l'heure, alors elle n'était pas sur ce segment-là, mais c'est souvent les assistantes les assistantes et assistants qui sont des relais précieux en général sur ces projets et qu'on a tendance à un peu minimiser ou à inclure aussi tardivement. Et en l'occurrence, c'est difficile en fait de les réengager dans ce type de projet, alors qu'en fait on leur a pas adressé la parole pendant plusieurs mois, alors même qu'ils sont indispensables, notamment sur les phases terminales du projet. Donc oui, je suis complètement d'accord. Quelques idées. Alors évidemment, la création de communautés, ambassadeurs, référents, elle est très importante. Moi, j'aime bien créer des binômes, par exemple directeur ou responsable de service avec un référent et de les faire travailler ensemble en fait tout au long du projet, ce qui permet d'avoir toujours un interlocuteur si l'un des deux n'est pas disponible, et en même temps de s'assurer qu'il y a la voix du manager, mais aussi la voix du collaborateur. Ça marche assez bien.
Ce que j'aime bien aussi faire, par exemple, c'est de faire valider les communications en amont par ces interlocuteurs-là, qui puissent nous dire sur des newsletters, des sites projets, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez à la lecture? Et donc, est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a besoin qu'on approfondisse, etc., etc. Ce que j'aime bien faire aussi, alors c'est quelques exemples, hein, mais c'est d'inclure, par exemple, des collaborateurs. Alors là, on parle plus conduite du changement, mais bon, c'est aussi un levier important, d'inclure des collaborateurs dans la conduite du changement de par leur hobbies, par exemple. Typiquement, le nom du projet, le logo du projet, à plusieurs reprises, nous, on l'a fait faire par quelqu'un qui aime bien dessiner parmi les collaborateurs. Et c'est bête, mais voilà, il y a la patte d'un collaborateur et en fait, ça prend une dimension qui est différente. Il y a une certaine fierté de la personne et des gens qui l'entourent. Et donc, c'est aussi une manière d'impliquer dans le projet. Et puis après, l'autre exemple qui est peut-être un peu moins anecdotique, c'est l'inclusion le dialogue social, l'inclusion du CSE, CSSCT. Alors moi, j'ai deux exemples un peu qui sont très différents. Et pourtant chez le même client, mais sur deux projets différents, chez Carrefour, sur deux projets d'ampleur, mais sur des timings un peu différents. Le premier où en fait on a monté une commission paritaire, en l'occurrence avec le CSE, et donc on les a inclus en fait dans une démarche d'atelier, de réflexion, etc. Donc bien au-delà en fait des obligations légales d'Infoconsulte. Ce qui a permis de déminer en fait plein de sujets, de co-créer avec eux certaines choses tout au long du projet. Et ils étaient nombreux, hein, ils étaient 30 ou 35, mais sur un projet d'ampleur en l'occurrence de déménagement de siège, c'était précieux. Et pour ce même client, alors là sur un réaménagement, on était sur des délais très contraints. Avec un projet complexe parce qu'on était à la fois dans le réaménagement, il y avait une réorg, il y avait un plan de départ volontaire et il y avait le rapatriement d'un site qui fermait, donc des collaborateurs d'un site qui fermait, tout ça en quelques semaines, avec un réaménagement complet du site. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié avec le CSE pour faire du lean ou de l'agile. Donc, en fait, on a fait valider la charte au départ d'aménagement, et ensuite on faisait des mini-réunions avec eux, mais parce qu'il y a un nombre d'entités chez Carrefour assez impressionnant, donc multi-entités, ils ont accepté en fait, donc on l'a fait en multi-entités pour faire valider les zonings, et en fait ça a extrêmement bien marché. Bon, de toute façon ça aurait été trop chronophage de faire des infoconsultes à chaque sortie de plan, mais voilà, ça a très très bien marché. Donc là on l'a plutôt fait en agile avec eux. Donc il y a aussi plein de modèles à créer avec le CSE, et c'est dans la discussion, je trouve qu'on trouve le bon modèle et adapté au projet, au moment du projet et aux attentes des uns et des autres. Donc ces négociations, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces négociations n'ont pas à être longues, compliquées, etc. On peut fonctionner à partir du moment où le cadre est posé. Ouais. Après, je dis pas que c'est toujours simple. Ouais, je dis pas que c'est toujours simple. Hein. On a parfois des expertises. Enfin voilà, c'est la vie du dialogue social, et c'est le rôle du CSE aussi d'alerter quand nécessaire et d'être garant de la QVCT. Hein. Mais voilà, plus on va les inclure, plus ça va être facile. Et à la question que j'aperçois, là, à quel moment recommandez-vous de solliciter le CSE IRP dans un projet de ce type, encore une fois, au plus tôt. Alors bien sûr, quand on est dans une stratégie, dans la partie stratégie immobilière, il y a toute une phase qui est confidentielle en général et qui va viser à déterminer la nouvelle localisation, etc. Donc là, on va se baser en fait sur les plannings légaux, hein, d'information, consultation du CSE, sur les autres phases dès que possible. Pour moi, c'est un vrai gain en fait. Trop bien. On passe à la partie action, du coup, même si encore une fois on a un petit peu empiété dessus concrètement. Donc une fois que tout est cadré, que les sponsors sont désignés, un projet de réaménagement comme ça, comment on s'assure de son succès opérationnel
il y a des délais d'appel d'offres, tout est une question de timeline, hein, j'ai l'impression, de délai à tenir, comment on fait pour que ce soit pas bloqué, etc. Est-ce que par exemple ces réunions hebdomadaires, vous avez continué de les faire pendant toute la phase d'opérationnel, Fanny, et combien de temps ça a duré concrètement? Qu'est-ce qui est clé pour que ça réussisse opérationnellement? On a mis 1 an à partir du moment où le bail a été signé, les travaux ont été faits, travaux preneurs, et on a déménagé, c'est passé 1 an. Donc 1 an d'échanges hebdomadaires pour avancer sur les sujets, débloquer les situations s'il y a besoin de débloquer les situations, arbitrer s'il y a besoin. Et on a continué ces réunions jusqu'à 3 mois après le déménagement, parce que on a considéré que en fait le suivi n'était, enfin, c'est pas parce qu'on a déménagé que ça s'arrête. Il y a malgré tout un suivi, toute une mise en place. On appelle ça un atterrissage qui doit être fait. Et cet atterrissage-là, il concerne tout le monde. Parce que sur une arrivée, on peut avoir, je sais pas, des dysfonctionnements d'équipement, on peut avoir des réserves. Parce que en règle générale, on a toujours des réserves sur les travaux preneurs. Donc, c'est des réajustements. On a la mise en place de services, vérifier que finalement le service il fonctionne bien, parce qu'entre imaginer un service en amont et dans la réalité, en général, il y a des petites choses des fois qui peuvent se décaler, donc c'est tout à fait normal. Faut absolument pas stresser, ça va bien se passer. Faut garder contact avec l'équipe, faut garder de la communication. Faut la communication, qu'elle soit interne au projet d'équipe, mais aussi externe par rapport aux collaborateurs. Les collaborateurs sont nos clients sur ce projet-là, et donc on se doit de tenir informé le client de ce qui se passe. C'est important, ça les rassure, et ça leur indique que on est toujours là, on continue d'œuvrer et on continue de travailler pour eux. Donc la mise en place opérationnelle, c'est pour l'instant de veiller. On parle en général dans un déménagement qui a 1 année de mise en place. On est dans cette année-là, et moi je le ressens, ça fait maintenant un petit mois où les choses sont plus stables. Les gens ont moins de questions, ils sont un peu plus autonomes sur certaines choses, parce que avant c'est comment on fait ci, comment on fait ça, est-ce que je peux faire comme ci, est-ce que je peux faire comme ça. Bon voilà, moi ça fait un petit mois maintenant que c'est un peu plus stable, que les gens sont autonomes, ils arrivent à vivre de manière très simple sur le bâtiment, ça se fait tout seul. Les réserves se sont levées au fur et à mesure. Donc, on est sur un schéma classique de réussite de transition, de déménagement. Donc, sur une mise en place, voilà, il faut garder le contact, la communication, rester vigilant et continuer d'œuvrer pour améliorer assez quotidiennement les sujets. Ouais, cette notion d'atterrissage et du fait que c'est pas parce que l'immeuble est livré que ça s'arrête là, Est-ce que c'est fini? ça Non, rejoint loin de là. la partie mesure ensuite. Alors, juste avant d'aborder la partie mesure du ROI, moi j'avais une question sur ce que tu as dit. En fait, on parle de DRH et de DET, mais en fait, moi je vois un triangle avec la communication interne. Comment on arrive à faire communiquer les trois, qui doit prendre le lead sur quelle initiative, et quand tu dis que le collaborateur est le client, est-ce que c'est facile de garder impliqué une fois la livraison de l'immeuble faite? De garder le client dans la com? Cette collaboration avec la com interne, comment on fait, et qui doit avoir le lead en fait sur justement tout ce qui est post-livraison, quoi. Comment elle se fait? Alors, chez nous, j'ai donné énormément d'infos, on va dire, post-livraison. Alors, il est vrai que dans l'équipe projet, certains sont un peu sortis, c'est-à-dire que les réunions, on n'était plus autant autour de la table.
Donc, il y en a certains qui sont sortis parce que des besoins dans leur job au quotidien, ça c'est absolument normal. Donc, c'était à nous de maintenir le niveau d'information directement auprès d'eux. Donc, de manière générale, quand il y avait des besoins d'inclure la com, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un récap de ce qu'on avait besoin de partager comme information. On briefait la com au moment venu et la com, après, elle réalise la transmission d'informations auprès du collaborateur. Alors, il y a deux coms chez nous. Il y a la com, finalement, du groupe, du siège, qui va avoir une information importante pour le collaborateur sur la vie du site, mais aussi la vie du business. Et on va avoir la com DET, où sur la com DET, on va avoir quelque chose de plus spécifique lié au bâtiment pur. Un ascenseur qui ne fonctionne pas, un exercice d'évacuation, on rappelle les règles. Il y a, je sais pas, des tests qui sont faits sur l'eau, donc on informe. En fait, c'est vraiment la DET, c'est une communication d'informations sur la partie sécurité, maintenance du site. Okay. Et tout le reste, ça passe par la com interne parce que voilà, c'est quelque chose de plus large avec un spectre un peu plus large. Okay. Mais la com reste toujours dans le jeu. Après, ils sont moins présents sur des échanges hebdomadaires ou mensuels ou trimestriels, ce qu'on veut. C'est à nous, en fait, d'aller donner l'information pour que l'information soit partagée. Ok. Cette notion d'atterrissage, Marine, du coup, avec, du coup, on aborde la dernière partie de mesure du ROI, mais cette notion d'atterrissage et de suivi opérationnel post-livraison, vous accompagnez aussi les entreprises là-dessus. Est-ce que c'est sous-estimé par les entreprises? Alors, de moins en moins aussi. Okay. C'est quand même de plus en plus rare qu'on ait des cahiers des charges au départ où il n'y a pas cette phase de REX qui est incluse. Alors, l'important là, c'est d'identifier dès le départ les indicateurs qu'on va suivre. Alors évidemment, il y en a qui sont plus tangibles que d'autres. Hein. Si on parle des indicateurs coût planning, éventuellement nombre de mètres carrés si le bâtiment n'est pas encore choisi quand le projet démarre. Bon, ça, c'est très tangible. Ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus intangible, la satisfaction, le bien-être au travail. Alors, le retour au bureau, ça se mesure, le taux de présence, le taux d'usage des espaces, etc. Mais tout ce qui va être lié notamment à l'expérience collaborateur, et c'est une notion dont on parle de plus en plus et qui est fondamentale aujourd'hui, tout ce qui est lié à l'expérience collaborateur, effectivement, la mesure et le suivi est pas si évident. Alors, l'expérience collaborateur, juste en un mot, c'est quoi? En fait, c'est ce que va vivre le collaborateur de son premier jour jusqu'à ce qu'il quitte l'organisation. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les leviers motivationnels, en fait, sont très individuels. Et finalement, moi, collaborateur, je vais pas forcément avoir les mêmes attentions vis-à-vis de mon employeur. Pour certains, c'est la rémunération qui va être la priorité 1. Pour d'autres, c'est effectivement la qualité de vie au travail au sens environnement, au sens espace de travail, etc., etc. Donc en plus, ce qui complexifie singulièrement les choses, c'est qu'étant donné que c'est multidimensionnel, parce que là, je vous ai donné 2 dimensions, mais il y en a 15 ou 20, vu que c'est multidimensionnel, en plus, quand on mesure, parce qu'il y a des indicateurs, mais quand on les mesure, c'est toujours très compliqué de se dire, est-ce que c'est le déménagement qui a fait que le curseur, il monte ou il descend, ou est-ce que c'est la politique de REM qui a été changée, ou la politique de formation qui a été changée. Enfin, donc, ou est-ce que c'est le manager avec qui ça se passe mal qui fait que de toute façon, l'expérience, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est jamais complètement évident. Maintenant, ça n'empêche pas de faire de la mesure, mais encore une fois, surtout de se dire au départ, qu'est-ce qu'on va mesurer in fine, et qu'est-ce qui va être important pour nous in fine quand on va faire ce retour d'expérience. Est-ce que le taux de remplissage du bureau, il peut être considéré comme un indicateur fiable de cette satisfaction au travail ou c'est trop unidimensionnel? Alors, moi, je trouve que l'indicateur, il n'est pas forcément évident, encore qu'on peut tout à fait poser la question aux collaborateurs tout simplement, mais moi, je trouve que on a réussi un projet
transformation des espaces ou un projet de travail hybride, quand les collaborateurs sont majoritairement capables de nous dire « je suis aussi bien en télétravail que je suis bien dans mes espaces de travail chez mon employeur ». Et ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui. On a souvent des pros télétravail, on a des pros bureau, mais on a peu de gens finalement qui ont complètement trouvé leur équilibre dans les deux et se sentent bien et ont des conditions de travail qui sont idéales des deux côtés. Et pour moi, c'est l'enjeu. Ensuite, le retour au bureau, c'est une vraie question, mais moi, tous mes clients ne veulent pas qu'il y ait un retour au bureau. Il y en a, ils veulent réduire les mètres carrés. Leur attente, c'est pas qu'il y ait un retour au bureau. Par contre, la question, c'est quand on fait revenir au bureau, pourquoi est-ce qu'on fait revenir ? Et ça, elle est fondamentale, cette question-là. C'est de se dire, est-ce que finalement, pour le travail individuel, le retour au bureau, il est OK et ça nous va que les collaborateurs reviennent pour cette activité-là. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est pour le collectif et donc plutôt pour la collaboration, la cohésion, le convivial qu'on va faire revenir ? Et si oui, évidemment, on va penser nos espaces différemment. Donc, en fait, cette notion de retour au bureau, elle doit être travaillée très, très en amont des projets de transformation des espaces de travail pour la définir. C'est-à-dire, on veut que les gens reviennent, ou en tout cas soient là, mais quand, comment et pourquoi. Ok. C'est clairement remettre de l'intentionnalité dans la décision de venir au bureau, quoi. Dire on vient pas au bureau parce qu'on nous force, mais on fait le choix délibéré de revenir au bureau. Et pour répondre à la question de David, bien sûr, les focus groups sont un levier. On en met en place dans la majorité des projets, à la fois pour permettre aux collaborateurs de voir en fait la vision des autres, effectivement, quand on fait du transversal, et de construire ensemble. Et puis de prendre le pouls sur la projection des futurs espaces. Et du coup, même au-delà de ce délai de 1 ou 3 mois d'atterrissage, quoi. On est sur du continu sur le long terme. Après, c'est pas forcément du continu, mais en tout cas, on sait que dans ce qui est important dans un projet et surtout après un déménagement, c'est de faire prendre tout de suite les bonnes habitudes. Donc en fait, il faut mesurer et il faut aller chercher du retour d'expérience très vite pour pouvoir ajuster, alors pas forcément les espaces en tant que tels, mais parfois simplement les règles de vie pour s'assurer que les espaces vont bien prendre en fait la vocation qu'ils devraient prendre et ou de se dire ok, on s'est planté, là il faut qu'on fasse des ajustements. Alors, on va pas tout changer l'aménagement, mais il faut qu'on fasse des ajustements. Et après, à mon sens, c'est long en fait d'avoir un fonctionnement, on va dire, classique en fait dans un espace. Donc ça va prendre en fait des mois à ce que les gens s'approprient correctement les espaces, à ce que les habitudes commencent à se prendre, mais de manière pérenne. Donc en fait, pour moi, c'est presque 6 mois après que ça devient intéressant et pas vraiment avant de remesurer et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc c'est tout de suite après pour moi, et après il y a 6 mois ou 1 an après. Si on rentre dans le très concret, cette prise de satisfaction, c'est quoi comme outil utilisé? C'est des formulaires que la communication interne envoie. Je sais pas, Fanny, comment vous avez fonctionné pour prendre ce retour? Nous, on a fait un questionnaire de satisfaction, je crois, 2 ou 3 mois après être arrivé. Okay. On en a refait un 6 mois après, okay. Mais beaucoup plus court. Non, c'était l'inverse. Celui de 3 mois était plus court, celui de 6 mois était plus long, et on en refera un, je pense, fin d'année pour revoir avec les évolutions qu'on a pu apporter en fonction de ce qu'on a fait pour avoir un peu le ressenti. Sur le premier questionnaire qui était assez court, c'était savoir en fait principalement comment ça s'était passé, le déménagement, comment les collaborateurs l'avaient vécu, est-ce qu'ils avaient récupéré toutes leurs affaires, est-ce qu'ils étaient bien installés, est-ce que l'accessibilité au site était correcte, etc. Donc c'était vraiment sur premier retour d'expérience à l'arrivée pure. D'une manière générale, c'était plutôt positif. On avait 70% de satisfaction, ce qui était plutôt pas mal finalement. Ce qui en est ressorti, ça a été principalement, j'ai pas trouvé mes affaires, mon carton a été égaré, mon carton n'était pas rangé dans le bon casier, mais je l'ai retrouvé. Enfin,
Bon, voilà, ça c'est le classique que j'ai toujours connu et je pense qu'il connaîtra toujours. Après, on a eu beaucoup de remarques, c'est sur l'accessibilité. On est acteur dans le transport et en fait, certains collaborateurs trouvent dommage que le site soit à 10 minutes à pied du RER A de la Défense et pas plus près. Bon, c'est des choix personnels. Voilà, je m'avance pas sur le sujet. Donc voilà, ça a été plutôt ce ressort-là. Et ensuite, sur celui qui date donc 6 mois après l'emménagement, qui était un peu plus long. Et là, on a essayé de parler des services. Comment vous trouvez la restauration? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme service supplémentaire sur le site et qui vous manque? Comment vous trouvez la distribution du courrier. Enfin voilà, il y a eu en fait plusieurs demandes sur comment ils ressentent leur expérience utilisateur. Et par rapport à ça, du coup, on a essayé de modifier ce qu'on pouvait modifier dans un cadre financier et opérationnel possible. Et après, on a fait des retours en disant, voilà, on a bien pris en compte vos remarques, on a mis en place ce sujet-là pour essayer de répondre à votre besoin. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le questionnaire part de la RH. C'est la RH de projet de transformation qui fait partir les questionnaires et on les travaille avec donc la DET et la communication interne. Ok, hyper intéressant. Et ça veut dire du coup que vous n'hésitez pas à soit ajouter des nouveaux prestats ou alors changer de prestats existants qui n'auraient pas donné entière satisfaction. Enfin, c'est vraiment le but de... Ouais, c'est d'être hyper transparent avec les collaborateurs et je trouve que finalement le concept est plutôt pas mal, ça fonctionne bien parce qu'ils se sentent considérés et écoutés. Et finalement, l'échange, il est mutuel et c'est assez constructif que ce soit pour eux, mais aussi pour moi, parce qu'il y a des choses peut-être sur le point DET opérationnel que je me rends pas forcément compte. Pour moi, ça fonctionne parce que moi, je vois l'envers du décor, mais pour eux, peut-être que c'est pas satisfaisant. Et donc, je trouve que c'est important d'avoir ce retour. Ok, trop bien. On va arriver sur la fin du temps qui nous était imparti. On a même un peu dépassé. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On a répondu à un certain nombre d'entre elles dans le chat, mais s'il en reste en cette fin de session, n'hésitez pas à les poser. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une question oui. sur est-ce que la DET est indépendante? Et ça, c'est un vaste sujet sur lequel, avec Marine, on a souvent échangé. Est-ce que la DET est indépendante? J'ai envie de dire, j'aimerais, mais c'est pas souvent le cas, c'est voire jamais le cas. On est souvent rattaché à la direction IMO, direction financière ou la DRH, très rarement à la direction générale. Mais je me dis demain, pourquoi pas être indépendant? C'est très bien, ça rejoint la question de l'organigramme idéal, à qui reporte la DET, effectivement. Et comme tu disais, il y a des différences assez fortes entre une vision très financière et une vision très RH. Est-ce qu'il y a une tendance quand même enfin, Marine, toi, tu vois beaucoup d'entreprises différentes. Est-ce que les DET ont tendance de plus en plus à rejoindre les RH et à se détacher de la finance ou c'est pas vraiment le cas? Oui, alors c'est plutôt direction immobilière ou direction des ressources humaines. Je ne sais pas s'il y a une tendance. En fait, il y a un peu des va-et-vient. Je crois que ça teste. Parce qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, clairement. Donc, d'ailleurs, si je prends l'exemple d'un client où la DET était rattachée à la DRH, et là, le responsable environnement de travail vient d'être rattaché à la partie IMO Property. Et en fait, on en discutait, il me disait, alors ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. Bon bah ça c'est catastrophique, ça c'est catastrophique. Voilà. En fait, il y a simplement, encore une fois, il y a des visions et des enjeux qui sont différents. Donc il y a des choses qui marchent moins bien et des choses qui marchent mieux. Donc, mais ça dépend aussi de la culture de la DET. Enfin, c'est ce qu'on disait, on se parlait avec Fanny hier et on se disait, mais ça dépend même par exemple, le directeur DET, enfin, le directeur d'environnement de travail, ça dépend aussi d'où il vient, en fait. Il y en a qui viennent de la finance, il y en a qui viennent de la RH, il y en a qui viennent des moyens généraux purs. Enfin,
de l'AFM, ça dépend aussi le regard en fait de la DET en tant que telle. Ok. Et parce que plusieurs fois j'ai retrouvé un peu l'image, ou peut-être c'est un fantasme, hein, l'image idéale de la DET qui dépend de la DRH et du coup qui a cette vision très orientée humaine, bien-être, etc. Ce sera du coup, je pense, la question finale, mais au-delà de cet idéal, on va dire, c'est quoi les risques? C'est quoi ce qui pourrait mal marcher et auquel il faut être attentif dans cette relation? Ouais, ou la DET à la direction expérience collaborateur, hein, puisqu'il y a des directions expérience collaborateur qui... voilà. Mais bon, on est tombé d'accord avec Fanny hier de se dire que la DET rattachée à la direction générale, c'était bien aussi. Un peu comme la DRH a eu sa place il y a 10-15 ans, pourquoi pas se poser cette question. Maintenant, il y a des liens tellement forts, enfin, c'est sûr que en termes de gouvernance, ça pose certaines questions, hein, parce qu'il y a des liens très forts avec notamment DRH, les directions expérience collaborateur qui peuvent être créées. Donc voilà, après les risques, en synthèse, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le désalignement et en fait les dérapages de planning ou les injonctions paradoxales dans les directives qui peuvent être données aux différentes équipes. C'est ça, encore une fois. Et s'il y a l'alignement de départ dont on parlait, même si le rattachement de la DET compte, hein, bien sûr, dans l'atteinte que va prendre le projet, si l'alignement de départ il existe, le risque il est plus faible, évidemment. Tout à fait. Ok, bon, et ben écoutez, on arrive pile à l'heure de webinaire. Merci à toutes les deux. Je pense que si vous souhaitez poursuivre l'échange, que ce soit avec l'une d'entre elles, avec nous, n'hésitez pas. Vous pourrez les retrouver sur LinkedIn et je pense qu'elles seront ravies, tout comme moi, de partager un petit peu l'expérience qu'on a, à la fois Fanny, toi et tes expériences passées. Fanny, tu diriges aussi le club des jeunes talents de l'IDET, anciennement Arseg. Et ça peut être aussi un moyen de te rencontrer pour les qui sont là. Avec plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à contacter l'un ou l'une de nous trois pour poursuivre ces échanges-là, ce partage d'expérience. On est toujours très preneur de ça. Et puis, on pourra vous partager du coup le replay par suite de cet événement. Merci à Fanny Sif, du coup, de notre équipe pour l'organisation de cet événement. Et puis, très bon déjeuner, du coup, et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.